on va juste pour planter un peu le décor et en attendant les personnes qui ne sont pas encore à nos côtés, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Vous avez évidemment le programme et on va évoquer la transition énergétique, mais qui est maintenant entrée dans les esprits, bien évidemment, mais elle n'est pas forcément toujours intégrée dans notre vie quotidienne, voire perçue par les individus les uns et les autres. Les acteurs de la vie publique que vous avez face à vous vont nous aider à voir comment les citoyens peuvent mettre en route, en œuvre cette transition énergétique. Les politiques, on va se demander comment, on va se demander avec quel type d'interlocuteur, avec quel modèle. Et on va l'évoquer avec ce que je propose, c'est que chacun et chacune, parce que c'est une table ronde, vous l'aurez noté, notamment avec les personnes qui vont nous rejoindre ensuite, très féminines, et je m'en réjouis. Peut-être que chacun et chacune d'entre vous peut déjà expliquer, pour ceux qui sont déjà parmi nous, ce que vous faites, le travail que vous accomplissez, puisque ensuite on évoquera plus spécifiquement les problématiques qui sont autour de cette table ronde. Esther Bailleul, vous êtes là. Alors voilà, vous allez vous avancer près du micro. Vous êtes chargée d'une mission énergie et territoire au sein du réseau Clair. Alors le réseau, peut-être qu'en 2 mots, on peut le présenter déjà pour commencer. Alors il faut appuyer sur le... Voilà, c'est bon. Donc le Clair, Réseau pour la transition énergétique, à la base c'est une association environnementale qui a été créée dans les années 1980 et qui rassemble environ 300 acteurs professionnels qui s'unissent et travaillent ensemble pour une transition énergétique à l'échelle nationale. Donc, quand je parle d'acteurs professionnels, il y a des associations, des entreprises, des collectivités et des organismes de formation. Et moi, ce que je fais plus particulièrement, c'est m'occuper des politiques locales relatives à l'énergie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de territoires à différentes échelles qui travaillent de manière approfondie sur cette thématique. Et on anime notamment le réseau national des territoires à énergie positive, donc qui existe depuis 2010 et qui rassemble des collectivités, notamment rurales, pilote en matière de transition énergétique. Merci. À l'autre bout de la table, Isabelle Delannoy, vous avez écrit, vous êtes ingénieur agronome, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'économie symbiotique. Alors que vous voyez, la table se garnit et on sera tous ensemble d'ici quelques secondes. L'économie symbiotique, c'est ce nouveau modèle économique qui est en train de voir le jour finalement autour de ces problématiques environnementales, mais pas que, sociétales également, hein. Bonjour, merci de l'invitation. Alors oui, l'économie symbiotique, c'est en fait une théorisation de l'existant qui montre que depuis une 50aine d'années, eh bien, dans cette complexité apparente où on voit un tas de choses émerger, l'économie collaborative, l'économie circulaire, la permaculture, l'ingénierie écologique, la transition énergétique, les économies sociales et solidaires, la gouvernance des biens communs, eh bien en fait cela forme une seule et même économie et qui, lorsque ces logiques sont rassemblées, ça forme une seule et même économie parce qu'elles fonctionnent de la même façon. Et c'est ça en fait que moi j'ai mis en évidence. Donc à la fois c'est rien de nouveau, mais ça lève un voile sur cette structure commune qu'elles partagent, où elles fonctionnent toutes en écosystème d'acteurs, un peu comme on vient d'expliquer pour Claire. Oui. Et elles partent des territoires, elles sont extrêmement efficientes et elles offrent une nouvelle logique économique qui nous, grâce à leur complémentarité, parce qu'elles sont extrêmement complémentaires, eh bien, on bascule, lorsqu'elles sont rassemblées, d'une économie extractive de nos ressources, comme on connaît aujourd'hui et depuis environ 5000 ans quand même, hein, à une économie régénératrice de ces ressources. Et c'est tellement loin de notre pensée, tellement on pense que pour faire une omelette, il faut casser des œufs, qu'il est difficile de voir cette nouvelle économie arriver, sa logique, et elle nous offre des potentiels complètement nouveaux, selon moi.
Voilà l'économie symbiotique qui est éditée chez Actes Sud. C'était en 2017. Autour de la table. Et j'ai oublié de dire en effet ce que je faisais du coup, pardon. Oui. Et moi, mon boulot au quotidien, c'est d'accompagner les territoires, les organisations et les entreprises dans ces nouvelles logiques économiques et productives. Et c'est ce qu'on va évoquer évidemment ensemble maintenant avec les 3 autres intervenants qui sont autour de cette table. Il y a Jean-Claude Mensch qui est le maire de la commune d'Ungersheim, et on verra le modèle que vous déployez, vous, pour justement intégrer à la politique locale toutes les problématiques de transition énergétique. On a également qui nous ont rejoint Stéphanie Mongeon, qui est maître de conférence et référente responsabilité environnementale à l'université Paris-Dauphine, chargée de recherche aussi au CEP2I. Et puis Hélène Valade, directrice ou directeur du développement durable du groupe Suez. Alors, pour poser le débat, déjà, vous savez qu'il y a quelques exemples de ce que les acteurs publics ou les entreprises peuvent faire pour lutter contre le réchauffement climatique, pour accélérer les prises de conscience. Je donne quelques exemples et puis ensuite on va discuter ensemble de ceux que vous déployez vous. Par exemple, la Chine, vous l'avez peut-être vu il y a quelques semaines, met sur ses routes 9500 bus électriques tous les jours. Enfin, toutes les 5 semaines, pas tous les jours, mais c'est pratiquement tous les jours. 9500 bus électriques. Évidemment, il y a des problématiques d'environnement à gérer en Chine et de pollution de l'air évidente. Et le bus électrique peut être une solution immédiate. On pourra toujours se poser la question de savoir si c'est une solution à long terme. En revanche, mais 9500 bus électriques, c'est l'équivalent de tous les bus rouges de Londres quand même. Vous avez aussi des grands groupes qui décident de mener une politique volontariste pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique. J'en donne un, c'est le cas d'Allianz, là aussi vous avez dû le voir, qui a décidé de ne plus assurer les activités liées au charbon. Bref, il y a des prises de conscience, il y a des initiatives. Maintenant, il faut essayer de synthétiser tout cela et de trouver une raison d'être. Et j'ai envie qu'on commence avec vous, Jean-Claude Mensch, simplement peut-être parce que vous êtes à la tête d'une collectivité locale et que la gouvernance locale chez vous, ça se traduit justement par une forme d'exemplarité, c'est-à-dire le déploiement d'une politique locale et environnementale pour les habitants de votre commune, c'est bien ça, hein? Donc merci. En matière de gouvernance, nous pensons qu'il est primordial d'impliquer les citoyens et de les responsabiliser. Sinon, la transition que nous on préfère dénommer transition écologique, hein, qui englobe naturellement l'économie, le volet social, qui englobe le tout. Bon, après, il faut s'entendre sur le terme lui-même. Donc la transition écologique, c'est une affaire plutôt ascendante, où les commandements ne viennent pas d'en haut, avec une théorie bien élaborée sous forme de commandement, et qu'il convient d'appliquer sur le terrain. Donc c'est cette forme ascendante qui nous importe et que nous mettons en place par l'intermédiaire d'une forme de démocratie participative. Voilà, donc impliquer les citoyens en tout point de vue, oui, sur non seulement sur la question du débat, de la réflexion, de la contribution intellectuelle, mais également sur la participation à des chantiers, à des plantations, dans une forme d'agriculture participative également. Donc voilà, c'est le premier volet, le volet humain. Mais bon, la transition ne s'arrête pas là. Donc on déploie 21 actions qui sont toutes s'appuient sur 3 piliers essentiels, qui sont effectivement l'autonomie intellectuelle que je viens d'aborder, où on prend en compte la monnaie locale complémentaire. Donc il y a un outil important, le RADI en l'occurrence, oui, pour ne pas trop se prendre au sérieux. Et puis ensuite, il y a également, bien sûr, l'indépendance énergétique, mais qui se conçoit pas seulement par la production d'énergie renouvelable, qui est également basée sur la sobriété énergétique, la sensibilisation, sur l'utilisation des produits d'entretien issus qui sont certifiés écologiques, sur le déplacement. Par exemple, les enfants sont conduits à l'école avec le cheval, donc ça fait partie de la
sensibilisation, mais néanmoins, ça fait économiser aux parents 4000 km par an de déplacement en voiture. Oui, on est au-delà du symbole, quoi. C'est ça que ça veut dire. Il y a aussi des réalités. On le déploiera d'ailleurs, on le développera dans quelques minutes, ça, parce qu'il y a aussi une forme de rentabilité économique derrière tout ça, et vous nous l'expliquerez. Mais Hélène Valade, simplement, ce que ça montre aussi là, c'est que l'entreprise moderne, j'ai envie de dire, elle doit intégrer cette notion de respect de l'environnement et d'écosystème avec tous les acteurs en même temps. C'est-à-dire il y a une cogestion où l'entreprise a sa part et pas des silos de groupes qui évoluent les uns à côté des autres. Bonjour à tous. Oui, vous avez absolument raison. Je pense qu'il y a une prise de conscience, notamment au moment de la COP21, que si l'on considère que l'enjeu prioritaire est la lutte contre le réchauffement climatique et ensuite de l'impact de toutes ces conséquences, notamment sur les ressources en eau, et voilà un sujet dont on ne parle pas suffisamment. On parle beaucoup de transition énergétique, donc d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, sans voir les conséquences que ça a sur les ressources en eau, y compris en France. Et au moment de cette COP21, il s'est passé quelque chose dont on n'a d'ailleurs pas, il me semble, tiré l'ensemble des conséquences, mais une sorte de co-travail entre les institutions internationales qui étaient en charge de cette COP21 et puis les entreprises qui avaient réalisé le diagnostic selon lequel elles avaient été source des problèmes liés à ce réchauffement climatique et qu'il était temps qu'elles passent au fait d'être apporteuses de solutions et que pour cela, il fallait au fond qu'elles engagent une sorte de révolution de leur vision, de la vision de leur rôle et qu'elles s'interrogent sur leur capacité à contribuer à l'intérêt général. Et je suis à la fois chez Suez mais également dans d'autres associations à l'extérieur de mon entreprise et notamment à la tête de l'ORS qui est l'Observatoire de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises, assez stupéfaite de la rapidité avec lesquelles les choses sont en train de bouger. Je pense qu'il y a des choses très concrètes qui sont en train de se faire et que ces entreprises se sont lancées au fond d'abord dans des engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a eu ainsi un pledge au moment du COP21 qui a été réactualisé, si je puis dire, en décembre dernier au moment du One Planet Summit. Et derrière ces engagements, il y a des stratégies climat qui sont en train de se mettre en place qui visent deux objectifs. La première, c'est d'orienter au sein des entreprises la recherche et le développement vers le bas carbone. Et puis, deuxième direction, évidemment, c'est d'orienter les solutions vers des solutions soit d'économie circulaire, soit en tout cas plus bas carbone. Si je prends modestement l'exemple de Suez, on est en train de commencer cette révolution. Je dis modestement parce qu'il y a plein de choses à inventer de manière radicalement nouvelle. C'est-à-dire qu'une entreprise, que ce soit Suez ou une autre, n'est pas toute seule par rapport à un client, mais bien dans ce que vous citiez, c'est-à-dire un écosystème d'acteurs, on les représente ici. Il manque les ONG. Les ONG sont aussi très importantes pour être aiguillons de l'ensemble de ces innovations qu'il nous faut mener. Et ça va au-delà, il me semble, du fait qu'il faut unir ses forces par rapport à l'enjeu climat, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Je pense que derrière, il y a des vrais modèles nouveaux de développement qui sont en train de se mettre en place. Mais on va le développer effectivement d'abord avec vous, Esther Bailleul, parce que finalement, le sentiment, et en tout cas l'expérience que vous avez, et je poserai la question, on élargira peut-être un tout petit peu avec Isabelle Delannoy ensuite, mais il y a quand même un modèle qui part du local. Quand on regarde cette volonté de faire évoluer justement et les gouvernances et la prise en compte de la transition énergétique, non ? Alors je pense que c'est beaucoup dire que ça part du local, c'est-à-dire qu'en fait la transition énergétique elle est structurellement décentralisée et localisée parce que les gisements de maîtrise de l'énergie ce sont les bâtiments, les comportements et le transport et les gisements d'énergie renouvelable se trouvent évidemment partout, ils sont très divers et ils varient en fonction des territoires.
Donc nécessairement, ça implique d'avoir des politiques locales fortes. Et voilà, l'exemple d'Ungersheim en est évidemment un. Mais voilà, on constate au sein de notre réseau, en tout cas, qu'il y a des territoires qui se sont impliqués là-dedans à différentes échelles et qui aujourd'hui arrivent à couvrir une part substantielle de leurs besoins en énergie par des énergies renouvelables. Et effectivement, il y a des élus qui ont bien saisi cette nécessité, qui voient le coût de l'énergie, ce que ça représente pour leur collectivité. Ce sont des millions d'euros qui partent du territoire à l'étranger, puisqu'en général c'est de l'énergie importée, et qu'ils veulent remettre la main sur cette manne et exploiter les ressources de leur territoire, tout en créant une meilleure qualité de vie pour leurs citoyens et un meilleur environnement. Sachant qu'effectivement, il y a aussi, et c'est un peu ce que je voulais dire également, Isabelle Delannoy, une forme d'histoire commune qui peut aider justement à créer des dynamiques, peut-être d'abord locales, avant d'être plus larges et plus nationales, non ? En fait, c'est une économie qu'on pourrait appeler des communs, parce qu'elle crée des écosystèmes. Et donc, ce qu'on produit, c'est à plusieurs parties prenantes. Et des parties prenantes qui ont des métiers divers, donc des jargons divers, des cultures métiers diverses, des intérêts parfois divers. Et il faut quelque chose qui transcende parfois ces différences. Donc, on a besoin de cette diversité parce que c'est ça qui va faire que le système va fonctionner, un peu comme un champ en permaculture où vous avez des espèces qui nourrissent les autres. Mais là, c'est la même chose. Vous avez des acteurs qui ils amènent leur complémentarité. Mais qu'est-ce qui va permettre de transcender ces différences qu'on observe c'est que finalement, l'histoire, c'est le premier bien commun. Notre histoire commune, c'est le premier bien commun. Et qu'on regarde des très belles expériences comme... alors, je ne vais pas parler d'Ungersheim parce que Jean-Claude Mensch va en parler mieux. Oui, on lui demandera juste après, évidemment. mais quand on regarde des très belles expériences comme Romans-sur-Isère ou comme qui a remis l'industrie de la chaussure. De la chaussure, bien sûr. Qui était une industrie du territoire. Quand on regarde le carrefour du cuir dans le Limousin, on part à chaque fois d'une volonté en fait là je reviens d'un territoire que j'accompagne et ce qui a soudé les acteurs, c'est là encore leur passé commun, où au Moyen-Âge, c'était un haut lieu économique d'Europe, alors qu'aujourd'hui, il y a 5 générations au chômage de père en fils. Et ça les soude. Et ils se disent, on peut faire pour notre identité territoriale. Donc les valeurs communes sont extrêmement importantes. Ce qui veut dire, je vous coupe un instant, mais que souvent, on le voit, il y a l'attente dans les collectivités locales, et ce sera une question pour Jean-Claude Mensch, évidemment aussi, où on espère l'investisseur qui arrive, l'entrepôt magnifique qui va faire 1000 emplois. Vous, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'attention, c'est pas forcément ça qui crée l'emploi durable, c'est ça ? Ça, en fait, les grosses entreprises, elles arrivent sur les territoires et finalement, c'est tout le développement exogène dont j'espère on sort, en fait, parce que ils peuvent rationaliser les emplois très vite, donc finalement amener de l'emploi, puis brutalement baisser l'emploi ou délocaliser. Et ils ne sont pas attachés au territoire. Toutes ces logiques-là naissent vraiment d'entrepreneurs, d'élus et de citoyens qui sont enracinés à leur territoire. Donc les TPE et les PME ont un rôle absolument indispensable dans cette rénovation, dans cette renaissance économique. Et on fait pousser les ressources du territoire. Je pense que vous, c'est exactement ce que vous avez vécu. Je voyais justement, Jean-Claude Mensch, vous acquiesciez, effectivement, vous avez une réalité économique derrière tout ça. Effectivement, vous prenez bien le micro, parce que sinon on ne va pas vous entendre, mais vous êtes évidemment un acteur économique aussi, une économie locale qui se déploie, indépendamment du grand groupe qui pourrait arriver, non ? Oui, ce qu'on a complètement oublié, c'est que les communes, même s'il y a un transfert de compétences de plus en plus important vers l'intercommunalité, gardent quand même une compétence générale. Donc, ils peuvent intervenir dans le domaine de l'économie, avec naturellement des restrictions, puisque les retombées fiscales ne sont pas les mêmes. Donc, dans ce cadre-là, nous, on s'évertue. Premièrement, on a créé une régie agricole municipale, voilà, pour produire des légumes. Ensuite, à partir aussi également d'une
d'un jardin de cocagne qui pratique l'insertion, voilà, qui emploie 25 personnes en insertion, plus ses encadrants, une trentaine d'employés, qui cultive 8 hectares de terrain. Donc ça fait du maraîchage important. D'ailleurs, ça suffit pour nourrir une commune de notre importance. En matière de légumes, ce qui n'est pas le cas, parce que les circuits, les flux ne sont pas aussi idéaux qu'on le voudrait. Oui. Donc, voilà. Donc, alors sur ce maraîchage biologique, il y a un volet social. Il y a également un assolement, une rotation de culture qui nous a fait réfléchir sur la production céréalière, mais qui va alimenter une micromalterie, donc une microbrasserie. Sur le maraîchage, il y a des surplus de production, produits déclassés, abîmés, donc on les transforme dans une légumerie conserverie. Et tout ceci sur place, hein, c'est-à-dire sur 500 mètres environ, ça se passe. Voilà, avec dans une ferme qui tend vers l'autosuffisance énergétique, donc on reste sur le territoire et l'aliment qui atterrit dans nos assiettes n'aura pas fait 3000 km. C'est un exemple, un des exemples où on peut travailler sur l'économie circulaire. Donc un des projets, c'est le ramassage des déchets verts dans l'ensemble de la commune, en traction hippomobile bien sûr, parce que c'est pas polluant et c'est beaucoup moins cher qu'un camion. Et puis ensuite, ces produits sont compostés et retournent de nouveau au maraîchage. Voilà, on est vraiment dans l'économie circulaire et c'est un projet qui n'est pas encore abouti hein, et pour lequel on rencontre pas mal de difficultés. Oui. Mais on y va. Mais ça fait quand même quelques mandats de maire que vous travaillez ça. Donc c'est aussi un travail dans la longueur et dans la durée quand même, qui permet d'avoir quelques fruits aujourd'hui. Oui, effectivement, on le sait, donc dans le domaine industriel, dans le domaine économique en général, il faut quand même, malgré qu'aujourd'hui on travaille plutôt à court terme, il faut quand même un certain nombre d'années. Et un maire, enfin une équipe municipale qui se lance avec les citoyens, puisqu'on pratique la démocratie participative, demande quand même à avoir 2-3 mandats pour pouvoir aboutir à ces résultats. Oui, on en parlera ça de la gestion sur le long terme aussi dans cette discussion et je vais me tourner tout à l'heure vers Stéphanie Mongeon parce qu'il faut préparer ces éco-citoyens quelque part. Et ça, c'est aussi le travail de l'université, évidemment, entre autres. Mais juste pour terminer sur ce chapitre, et je pense qu'on aura un temps de questions-réponses à l'issue de cette table ronde où vous pourrez prolonger et approfondir ce qu'on est en train de se dire, évidemment, avec les différents intervenants qui sont devant vous en ce moment. Esther Bailleul, il y a aussi un côté sur le coût économique, peut-être qu'il faut tout simplement rappeler, c'est le coût économique à ne rien faire, à ne pas justement entamer une politique volontariste en termes de transition énergétique et autres. Oui, c'est ça. En fait, on entend très souvent sur la transition énergétique que ça coûte cher, que les collectivités, le plus souvent, n'ont pas les investissements, n'ont pas la capacité d'investissement nécessaire. Ça, c'est vrai aussi au niveau des ménages, par exemple, pour la rénovation des logements. Il faut se replacer sur le long terme et il faut prendre du recul. C'est-à-dire que quand on parle d'investissement, c'est qu'il y aura un retour sur investissement. Aujourd'hui, des collectivités qui ont mis en place, par exemple, des actions très fortes de maîtrise de l'énergie, quand elles font une projection tendancielle et qu'elles montrent avec l'évolution des prix de l'énergie ce qu'elles auraient payé si elles n'avaient rien fait, on est sur un différentiel énorme. Et donc, en fait, il faut bien voir qu'il y a un gisement d'économie qui se trouve dans ces actions-là et que l'inaction, c'est un coût et c'est une responsabilité politique qu'il est nécessaire de prendre en compte en tant qu'élu, notamment, et quand on travaille dans ce domaine-là. Et juste un mot, parce qu'on parlait d'histoire de l'énergie tout à l'heure. Aujourd'hui, les territoires qui sont très moteurs dans la transition énergétique, par exemple le Mené en Bretagne ou l'Eau-Sangoël en Nord-Pas-de-Calais, qui font beaucoup parler d'eux, ce sont des territoires qui ont traversé des grandes crises économiques. Le Mené, par exemple, l'employeur majoritaire, c'est un abattoir. Demain, s'il ferme, c'est une explosion du chômage. Et il y a eu une volonté, dans les années 60, de ne pas laisser mourir le territoire et le faire perdre sa population. Donc, il y a un lien indéfectible entre énergie et développement local qui s'anticipe dès maintenant. Pour faire le pont entre ce que vous nous dites là, Esther Bailleul, et ce que disait Jean-Claude Mensch, juste Hélène Valade d'un mot, puisque vous êtes au sein de Suez, sur cette casquette-là, puisqu'on a bien compris qu'il y en avait plusieurs, et vous parliez au titre de plusieurs casquettes cet après-midi, mais sur Suez, qui travaille avec les collectivités locales, évidemment, ça fait partie de vos interlocuteurs.
Vous avez le sentiment qu'il y a cette volonté de gérer un peu sur le long terme, justement ? Elle était évoquée par Jean-Claude Mensch, mais c'est vrai qu'il y a cette nécessité de mettre en place des politiques sur plusieurs années, pas seulement sur un mandat. Ah oui, je partage complètement ce diagnostic, que ce soit d'ailleurs sur les dimensions énergie ou sur les dimensions eau. Sur ces deux questions-là, si on n'est pas en capacité de prendre en compte cette dimension long terme, c'est peut-être encore un peu plus vrai sur la vulnérabilité des ressources en eau, notamment en France, où on ne peut pas dire que le constat soit dès maintenant catastrophique, et pour autant, il pourra potentiellement le venir dans un certain nombre d'endroits. Donc la capacité des élus et des acteurs territoriaux à prendre en compte cette dimension de long terme, lorsque l'on examine ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, elle est en train d'augmenter fortement. Mais ce que je voudrais également mettre en avant, c'est que cette dimension de long terme, il faut qu'elle soit partagée par plusieurs types d'acteurs sur un territoire. Et pardon d'insister là-dessus, parce que je pense qu'il ne s'agit pas d'opposer grandes entreprises, petites entreprises, territoires, nationales, etc., mais d'être en capacité, autour d'un sujet bien précis, de construire un écosystème. Je prends, et j'en ai vraiment pour 2 secondes, l'exemple du plastique. Hier, c'était la journée de l'océan. Vous savez à quel point le plastique est polluant, de la terre d'abord, des océans ensuite. Vous savez aussi que le plastique est très émetteur de CO2, et que le recycler, au regard à la fois de l'enjeu énergétique et de l'enjeu de la lutte contre la pollution, est très important. Comment s'y prend donc ? Qu'est-ce qui se passe sur ce sujet en ce moment ? Première chose qui se passe, et c'est pour ça qu'on a besoin de ce lien avec les collectivités locales, c'est d'être en capacité d'aller capter le plastique au plus près de là où il est produit par les consommateurs et donc séparer d'autres types de déchets. On est en train, avec certaines collectivités, de monter des expérimentations un peu concrètes qui ressemblent à un retour à la consigne et qui permettent d'aller déposer dans des kiosques l'ensemble des bouteilles en plastique usagées, ou en tout cas toutes les bouteilles plastiques. Ensuite, ce plastique, il faut en faire quelque chose. Une fois qu'il est récolté, il faut le traiter de manière à ce qu'il soit décomposé en ce qu'on appelle des granules, qui elles-mêmes doivent être réintroduites dans les procédés de fabrication des entreprises. Et c'est là-dessus que je veux insister, parce que c'est ça, l'économie circulaire, c'est organiser les choses de manière à ce qu'elles soient réemployées, réutilisées. Et pour cela, on ne peut pas le faire tout seul. Nous, par exemple, acteurs des déchets, on a besoin de la recherche et des développements, de la compétence des chimistes. Donc on fait des partenariats avec d'autres types d'entreprises pour être en capacité de mettre en place cette boucle-là. Et donc s'il n'y a pas la mobilisation des citoyens eux-mêmes, la mobilisation des collectivités locales et la mobilisation de plusieurs types de partenaires industriels, alors on n'y arrive pas. Donc en ce moment, tout se passe comme si il y avait effectivement, et on le sent de plus en plus, une offre, puisque technologiquement c'est possible, mais la demande n'est pas encore complètement là, parce qu'on est tous un peu schizophrènes entre l'aspiration à une société de consommation qui demeure et puis un impératif d'être dans le recyclage, dans l'économie circulaire, dans d'autres types d'économies. Et donc pour cela, il faut être véritablement ensemble, parce que derrière, il y a ce sujet de culture de société. Ce n'est pas simplement, il me semble, une affaire de culture territoriale, c'est bien une affaire de transformation culturelle d'un mode de développement à un plan global. Et si on ne va pas dans cette direction-là, alors cette dimension de long terme dont on parlait tout à l'heure, elle va vite s'arrêter. Alors, vous faites la transition finalement avec Stéphanie Mongeon, quelque part, puisque vous êtes, je le rappelle, Stéphanie Mongeon, maître de conférence HDR et référente responsabilité environnementale à l'Université de Paris-Dauphine. Vous avez 10 000 personnes sur le campus qui vivent au quotidien à Paris-Dauphine. Vous avez ce sentiment qu'il y a une forme d'exemplarité, de former l'éco-citoyen, le citoyen responsable de demain au travers de ceux que vous avez au quotidien dans les allées du campus de Dauphine ? Même si en termes de campus, vous allez me dire, c'est peut-être pas exactement le terme, mais enfin bon. C'est ma conviction. Je pense que c'est la conviction de la présidente, Isabelle Huot. C'est difficile. Après un an de mon mandat, moi je travaille depuis un an je suis référente responsabilité environnementale depuis un an, et
mon constat, c'est de dire qu'il y a beaucoup de choses à améliorer et ce n'est pas si simple. Donc je vais peut-être apporter quelques éléments un peu modérateurs par rapport à ce qui a été dit précédemment. Et pourtant, je comprends l'enjeu. C'est-à-dire qu'on a 10 000 usagers, on a à peu près 1 000 membres du personnel, et donc le reste, ce sont majoritairement des étudiants qui vont fréquenter l'université de 1 à 5 ans, un peu plus si jamais ils font des doctorats. Donc c'est notre responsabilité en tant qu'université. On a ce devoir de former et de sensibiliser. Donc ça a été un choix sur lequel on travaille. Il faut voir qu'une université, mais comme une ville, comme une région, c'est un collectif avec des individus qui peuvent avoir des préférences, des sensibilités extrêmement différentes. Donc il y a des usagers qui sont extrêmement engagés, convaincus, prêts, et d'autres qui le sont un peu moins. Et puis il y a des individus qui comprennent l'importance des enjeux dont on parle, qu'on a évoqués, et qui, déjà, premièrement, et ça c'est quelque chose sur lequel moi j'essaie de travailler, c'est qui n'arrive pas à matérialiser ou faire des liens sur ce que ça peut être, une transition écologique, y compris à l'université. Finalement, moi, dans mon activité, en quoi je peux changer mon activité pour intégrer cette dimension? Ce n'est pas simple. Et bon, ça vaut pour le personnel et les étudiants. C'est-à-dire qu'ils comprennent les enjeux globaux, mais ramenés à eux-mêmes, ils ne voient pas leur rôle là-dedans. Exactement, exactement. Donc, par exemple, nous proposons, moi, je propose cette espèce de petit brainstorming avec les associations des étudiants de l'université. Il y a beaucoup d'associations, ça va de concerts de rock à l'écriture d'un journal, une course en bateau, il y en a plein, j'en connais en fait assez peu. Et ce que j'aimerais qu'on réalise dans les années à venir, c'est un dialogue, un échange avec chaque association pour dire, vous, étant donné l'objet social de votre association, qu'est-ce que vous pourriez faire? Et les réponses sont bien sûr différentes. Alors, j'ai un biais environnemental, mais j'intègre aussi des éléments concernant le social, le bien-être, le handicap, et je les fais réfléchir aussi à la difficulté ou pas, ou justement l'intérêt de les concilier. C'est pas toujours si évident. Et dire, voilà, vous organisez une course en bateau, quel peut être votre rôle? On revient sur le rôle en tant que citoyen, étudiant et futur professionnel. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faudrait pousser et répéter, et y compris aussi le personnel. Ce sont des personnes qui travaillent pour certaines depuis quelques décennies et qui, dans leur pratique, n'ont pas du tout intégré ces aspects. Donc, j'arrive, je me présente et je leur fais des propositions, et on voit quand même souvent à la fois un accueil en général plutôt bon, et à la fois une crispation en disant j'ai déjà beaucoup de travail, beaucoup de contraintes, beaucoup d'exigences, et là, on va m'en imposer encore une de plus. Et oui, oui, mais non, mais on ne peut pas dire juste oui, parce que sinon on perd les gens. Donc, il n'y a pas que la hiérarchie et l'obligation et imposer qui sert, à mon avis, c'est susciter l'adhésion, et moi, tout mon travail, qui est un peu un travail assez long, mais je me dis, certainement, ça va déboucher progressivement. Et d'ailleurs, on voit finalement des personnes qui sont très heureuses de pouvoir contribuer enfin, donc qui étaient dans cette attente. Donc il y aura plusieurs étapes, avec dans un premier temps certainement les personnes qui attendaient de pouvoir agir, d'avoir ce levier pour le faire. Et puis je pense que progressivement, on va convaincre de plus en plus de personnes, que ce soit parmi les étudiants ou parmi le personnel. Je parle des différentes parties prenantes de l'université, parce que cette diversité de sensibilité, de préférences, d'envie, est variée dans les différentes corps. Vous êtes dans la phase d'évangélisation, quoi. C'est-à-dire que vous démarrez petit et vous essayez de gagner petit à petit les consciences. J'offre des clés de lecture, je fais des propositions. Et aussi, j'essaye de démonter les schémas.
Alors, il y en a un que vous aviez dit tout à l'heure, par exemple, le schéma, c'est que ça va coûter cher. C'est cher, forcément. Et moi, j'arrive souvent à des propositions. Pour le moment, moi, j'ai rien demandé. J'ai proposé des mesures, j'ai proposé des dispositifs, de changer un certain nombre de pratiques. Et à chaque fois, je dis, c'est pas zéro, c'est moins. On fait des économies. Pour le moment. Je ne dis pas que ce sera toujours comme ça. Donc, c'est déjà démonter ce schéma qui a la vie dure et qui est extrêmement partagé. Donc, on arrive, mais vous savez, on est dans une situation financière qui n'est pas extrêmement favorable. On ne peut pas dépenser. Non, mais pour le moment, on va aller dans ce qui coûte pas, ou ce qui coûte juste une réorganisation, un changement de pratique, et on va même évaluer les économies qu'on a permis. Ça, c'est important. J'aimerais faire réagir du coup peut-être Isabelle Delannoy, Esther Bailleul et Jean-Claude Mensch, chacun votre tour, par rapport à ce qui est en train d'être dit, avec cette question supplémentaire ou subsidiaire qui est finalement quel type de compétences on a besoin pour pouvoir convaincre, parce que finalement il y a encore pas mal de résistance et qu'est-ce qu'il faut arriver à adjoindre comme énergie pour pouvoir, comme capacité, comme talent pour pouvoir arriver à convaincre justement. En fait, ce que moi, j'ai observé pendant une dizaine d'années en fait tout ce qui avait émergé et comment ça s'articulait. Et la grande surprise, c'est que c'est pas une. En fait, tant qu'on doit convaincre et responsabiliser, etc. C'est qu'on n'a pas encore changé de logique. On est toujours en train d'amener des rustines au moteur actuel qui est fondamentalement extractif. Écologiquement, socialement, économiquement, parce qu'il ne respecte pas beaucoup ses parties prenantes en général. Donc, forcément, on est dans de la contrainte et de la prise de conscience, etc. Ce qu'on observe dans les nouvelles logiques, c'est complètement autre chose. Je vais vous donner l'exemple de Portland, par exemple. La ville de Portland, dans les années 70, alors qu'elle a construit depuis 30 ans à peu près, comme toutes les villes américaines, une très grande autoroute le bord de son fleuve, typiquement ce que nous on a fait d'ailleurs dans les années 70 à Paris sur les berges de Seine. Et elle est confrontée à une crise d'industrialisation énorme. En fait, moi j'aime bien Portland parce que c'est une sorte de Denver qui n'a pas eu à devenir Denver. Donc les industries sont parties. 7% de son commerce se fait encore dans le centre-ville. C'est une catastrophe, tous les habitants partent. Et donc schéma d'urbanisme pour répondre à l'augmentation du trafic automobile projeté, pour réirriguer le centre-ville, il faut agrandir l'autoroute, il faut créer des nouvelles passerelles, des nouvelles voies d'accès au centre. Le centre n'est plus assez accessible. Et en fait, il y a eu quelques associations, puis un maire qui était assez conservateur en fait et très attaché aussi à son territoire, et qui ont refusé finalement ce plan de développement, n'ont même pas enterré l'autoroute ou dévié, etc. Et ils l'ont supprimé. Et ils l'ont supprimé, ils ont mis à la place un parc. Un parc pour reconnecter la ville à son fleuve. Avec un slogan, c'était « Live first », vivre d'abord. Et ils ont mis du coup un ensemble immobilier avec des commerces, des bureaux, des habitations, et ça, c'était dans les années 70, et au fur et à mesure, il y avait encore des problèmes d'emploi, etc. Mais c'était redevenu le centre névralgique de la ville, et l'habitat revenait, et le dynamisme économique revenait dans le centre-ville. Puis dans les années 90, ils étaient très sensibles aux inondations, ils n'avaient pas d'argent, ils ont mis en place une gestion des eaux par les jardins de pluie, qui coûte beaucoup moins cher que le redimensionnement des égouts. Et c'est pour ça aussi que la politique énergétique et eau, en fait, sont liées. Alors, et ils ont un autre truc, c'est qu'ils se disent, il faut qu'on pense notre territoire pour que les citoyens aient tous l'ensemble des services accessibles 20 minutes à pied. Donc, commerce, services publics, transport en commun. À moins de 20 minutes. À moins de 20 minutes, hein, c'est ça le... À moins de 20 minutes, ouais. Ce qui est énorme. Hein. Ouais. En fait, en Europe, on est à 10-15 minutes. Mais pour les Américains, c'est peu. Ouais. Et du coup, en fait, ça leur donne des centres multifonctionnels. Ils rénovent des friches industrielles avec des bureaux, des entreprises, des commerces, etc. Et en fait, ils le font avec une gouvernance participative. Même les jardins de pluie, ils organisent des fonds où c'est du 50-50. Vous faites 50%, on fait 50%. Et finalement, aujourd'hui,
Portland, plus 60% de la population, moins 21% de gaz à effet de serre. La ville qui s'est le plus densifiée aux États-Unis, c'est celle qui a le plus d'espace vert par habitant. La mobilité douce, c'est 40% des gens qui sont en mobilité douce. Et pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que les écosystèmes vivants, eh bien, ça vous amène de la sécurité. Ça agit ça crée des communautés de voisinage résilients. Ça diminue le stress. Et quand on augmente le sentiment de sécurité, et quand on a une diversité paysage comme ça, commerce, eh bien, on a tendance à plus aller à pied. C'est les études sur l'obésité qui l'ont montré. Et ce qui fait qu'en fait, on a un lien comme ça entre une autre gestion de l'eau, plus économe, ça coûte 30 à 66% de moins, qui va modifier nos comportements, modifier notre bien-être social, et qui va nous donner d'autres comportements par synergie. Et vous n'avez pas eu de contrainte. C'est simplement que vous partez d'une autre vision. Et tant qu'on sépare les problèmes, on sépare les solutions, on sépare les aménagements, et on n'a pas cette forme de synergie. Et le carbone a diminué de 35% par habitant, alors qu'il produise à peine d'énergie renouvelable. Hélène Valade, juste pour rebondir sur ce qu'est en train de nous expliquer Isabelle Delannoy, vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas opposer les grandes entreprises, les petites et les collectivités locales, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'on arrive à trouver des solutions où on utilise l'eau, que ça coûte moins cher, est-ce que c'est l'intérêt économique des grandes entreprises ? Je voudrais rebondir sur ce que Madame vient de dire, parce que je pense que c'est extrêmement important de réfléchir sur ces logiques de... Au fond, c'est des logiques de transformation. Elles prennent du temps, et il y a des moments où c'est d'ailleurs extrêmement compliqué parce que c'est pas très agréable, ça va pas très vite. Et puis il y a des sacrés coups d'accélérateur dès lors que on met en avant. Alors vous dites la vision, moi j'ai envie de dire aussi les bénéfices humains, c'est-à-dire les choses que les personnes vont pouvoir retirer des expérimentations qui sont en train d'être faites. Si je prends par exemple l'exemple de la transformation d'une grande entreprise, pour le coup, comme est Suez, ça a été extrêmement compliqué de commencer à inculquer une autre façon de faire, une autre culture, une logique d'économie circulaire qui a radicalement changé les métiers. Et petit à petit, on a instauré ça en le faisant vivre à nos collaborateurs. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup au fait de faire changer les choses en donnant les expériences qui permettent de faire ce que vous dites, c'est-à-dire de voir qu'on peut agir différemment. Je prends l'exemple, je file ma métaphore, qui n'en est pas une d'ailleurs, du plastique. On a monté comme ça des très grosses opérations de nettoyage de plage avec nos collaborateurs et des ONG pour retirer le plastique, le faire concrètement, et on y était tous, etc. Ce matin, un des présidents de Suez est d'ailleurs dans les rues aussi pour aller s'occuper de la collecte des déchets dans Paris. Bon, il y a comme ça des moments où il y a des prises de conscience qui se font et qui ne sont pas, pour le coup, idéologiques, mais qui sont véritablement très concrètes et qui contribuent à changer la manière de faire, parce que c'est bien de cela dont on parle. Quand on dit qu'il faut qu'on sorte de l'économie linéaire, qui a quand même je ne sais combien de siècles, qui considérait à extraire, produire, consommer, jeter, dans quelque chose qui est radicalement différent et qui est plutôt de la circularité entre les ressources, mais c'est, alors là pour le coup, une vraie révolution, et elle ne peut pas se transmettre aussi facilement que cela. En revanche, et c'est une des choses dont on n'a pas parlé, moi je pense qu'il y a besoin aussi, d'exemplarité et d'input de l'ensemble des acteurs. On peut par exemple s'interroger sur, et moi j'aimerais bien avoir l'avis de Monsieur le maire, sur l'impact que pourrait avoir la progression des commandes publiques sur les sujets d'économie circulaire. Comment l'État, comment les collectivités locales peuvent donner l'exemple pour faire autrement. Voilà, donc ce sujet d'économie, d'écosystème, il renvoie aussi à cette notion d'exemplarité. Peut-on engager une transformation si l'émetteur de cette transformation n'est pas exemplaire
Moi, je pense que c'est un peu compliqué, cela. Et justement, Jean-Claude Mensch, est-ce qu'il y a beaucoup de partenariats publics, privés sur les problématiques liées justement à la transition énergétique, à l'environnement, au traitement des déchets, etc. C'est quelque chose qui est effectivement présent ou qui mériterait d'être un peu plus développé? Quand vous parlez de partenariat, vous pensez à PPP, les partenariats publics-privés, enfin, c'est-à-dire oui, effectivement. Les contrats. Alors, dans le domaine de la production énergétique renouvelable, la commune s'est assurée de la maîtrise foncière de friches industrielles. Et donc, on s'est rendu compte que la maîtrise foncière était essentielle pour imposer, donc là, en l'occurrence, l'installation d'une centrale photovoltaïque. Hein, aujourd'hui encore, c'est la plus grande d'Alsace, mais ce n'est pas seulement une centrale qui produit de l'énergie électrique, c'est aussi une centrale qui est sur toiture et qui accueille des entreprises. Donc, certes, ce n'est pas seulement une immobilisation du foncier pour de l'énergie, c'est aussi une création d'activités et d'emplois. Voilà, donc ceci, ça s'est fait avec un partenariat, maîtrise foncière d'une part, et ensuite bail, consultation, appel d'offres, et choisit l'entreprise qui n'utilise pas de matériaux polluants, en l'occurrence, et qui garantit un certain nombre de choses, qui va vers des activités multiples et la création d'emplois, et qui recherche des financements. Donc c'est un chef d'entreprise d'ailleurs qui a eu beaucoup de courage parce qu'il est rentré dans le moratoire établi à l'époque par le gouvernement où il n'y avait plus de tarif de reprise pour les centrales au-delà de 250 kW. Donc il a divisé l'ensemble des 20 hectares qui lui étaient attribués par bail amphithéotique en 55 sociétés qui chacune ne développait pas plus de 100 kW. Donc ce qui a amené un tarif de reprise. D'une part, et puis ensuite il a créé aussi une centrale sur toiture et aujourd'hui il y a 70 emplois et quelques 8 entreprises. À terme, c'est 150 emplois. Donc vous voyez là qu'à partir d'un investissement, d'un engagement d'une commune et d'un partenariat avec un chef d'entreprise, on peut arriver à des solutions d'installation d'énergie renouvelable avec des créations d'emplois. Donc, effectivement, on produit là plus que... On n'est pas dans l'extractif, en l'occurrence, malgré que les cellules photovoltaïques, c'est encore un procédé qui utilise pas mal d'énergie pour sa confection. Mais ensuite, les calculs sont faits pour l'amortissement par rapport à la durée de production. Je voudrais dire aussi, je voudrais rebondir, si vous me permettez, bien sûr. Sur ce qui a été dit par Stéphanie Mongeon, que je partage complètement. Donc, elle est confrontée au monde étudiant et au personnel de l'université, et avec un certain nombre de difficultés. Mais ces difficultés, nous les rencontrons aussi avec la société civile. C'est exactement les mêmes. Il y a beaucoup de scepticisme, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de pédagogie à mettre en œuvre pour justement leur faire comprendre les enjeux et de se transformer soi-même, de transformer un petit peu leur mode de fonctionnement et la société. Donc ces difficultés, nous essayons de les résoudre en donnant l'exemple. Voilà. Donc moi je cite souvent Gandhi qui disait que l'exemple c'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Et donc on donne l'exemple et on estime que il y a au fil du temps de plus en plus de prise de conscience d'abord et ensuite aussi de l'engagement qui vient. Mais il faut du temps, il faut de la pédagogie, il faut de l'énergie humaine et ce que je veux dire à ce sujet, il y a aussi pour nous les élus un discours qui parle aux citoyens contribuables, c'est que on les sollicite pour participer aux politiques locales, mais aussi en participant à ces politiques locales et en élaborant un certain nombre d'orientations, de propositions qui sont reprises par le conseil municipal, on annonce que depuis 2005, que chez nous, on n'augmente plus les impôts de la commune. Voilà, on génère des ressources nouvelles, financières, je parle de financement, on fait des économies substantielles qui nous permettent justement, malgré la baisse de dotation de l'État, de ne pas augmenter les impôts et de continuer à investir. Il y a aussi une baisse
intéressantes de rejets de gaz à effet de serre qui sont mesurés, c'est de l'ordre de 600 tonnes. Je pense qu'on est à plus qu'à 20% que Portland. Et avec notre politique de développement des énergies photovoltaïques, parce que chez nous, la plaine d'Alsace, n'est-ce pas, n'est pas suffisamment ventilée pour installer des éoliennes. Donc, on jure essentiellement que par le photovoltaïque, enfin l'énergie solaire. Et donc, avec tout le programme de développement du photovoltaïque sur la commune, on est, avec l'industrie comprise, qui est quand même très énergivore, qui est plus énergivore que les habitants, avec le chauffage compris, avec les zones d'activité artisanale comprises, on sera à l'autonomie énergétique électrique en 2021. Est-ce que je comprends, déjà bravo. En correspondance, oui. Voilà, parce qu'on ne stocke pas l'énergie renouvelable. Et ce que je comprends, c'est qu'il faut aussi le faire savoir. C'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est aussi la communication, savoir qu'il y a des résultats, et c'est ce que vous nous expliquez. On va continuer sur l'aspect économique que vous évoquiez avec Esther Baillel dans un instant, mais juste par rapport à ce que vous disiez sur le besoin de talent. Stéphanie Mongeon, vous êtes à cheval, vous êtes à la fois dans la formation, évidemment avec l'Université Dauphine, et puis dans ce besoin qu'on perçoit dans ce que vous dites, c'est-à-dire peut-être d'avoir... Vous avez besoin de qui, quoi ? Vous avez besoin de quel sachant ? Et qui il faudrait former pour pouvoir essayer de vous aider un peu justement dans ces métiers-là ? Parce que finalement, ce sont des métiers d'avenir. Il n'y a peut-être pas en face les experts, les conseillers, les métiers qui correspondent, non ? Alors... Je voudrais juste compléter et rassurer. Mon point je voulais témoigner que les choses pouvaient être un peu ardues. Ma conviction et mon envie restent entières. Non, mais vous nous rassurez. Voilà, mais c'est bien. Et c'est un défi justement que je me pose et dont je parle aussi avec des collègues chercheurs. Parce que je trouve que c'est presque un terrain de jeu extraordinaire. Dauphine a une grande équipe en sciences de gestion. Il y a plusieurs diplômes en management du changement. Et c'est ça. C'est ça. Donc, OK, il faut se l'appliquer. Et c'est quand même extraordinaire comme opportunité. Et d'ailleurs, alors moi je suis économiste de l'environnement. Et j'ai un projet de recherche qui va bientôt se faire en collaboration avec Nanterre et Cergy pour faire des expérimentations en situation réelle, donc dans nos universités, pour avoir des nouveaux dispositifs en matière de gestion des déchets, parce qu'on voit que ça ne marche pas très bien, et donc voilà, on aimerait augmenter les quantités de matières recyclables qu'on arrive à récupérer, parce que c'est notre responsabilité. Alors c'est aussi une obligation, mais avant tout, le terme responsabilité quasiment me parle plus qu'obligation, même si l'obligation est nécessaire. Et ça, c'est un point. Qu'est-ce qui est important ? Il y a tout un environnement, c'est-à-dire international. L'accord de Paris a bien sûr donné un signal extrêmement précieux, important. Les obligations légales sont aussi importantes parce que... disons qu'il y a quand même des personnes qui sont très réfractaires et qui ne vont pas être sensibles à l'argument forcément de la responsabilité. Donc, il faut trouver d'autres arguments. Donc, moi, quand je parle d'un nouveau dispositif, je parle de responsabilité sociale, environnementale, je parle éventuellement d'économie, et puis je parle aussi d'obligation. Et selon... Voilà, j'ai un panel devant moi, et puis certains vont être sensibles à un argument, plus particulièrement, plusieurs pour certains. Et comme ça, on crée l'adhésion avec des angles peut-être différents, mais le tout, c'est de faire participer tout le monde pour que ça se mette en place et on réussisse à le faire. Donc, encore une fois, c'est dire, parce que c'est extrêmement inspirant, et aussi avoir... des exemples d'expériences de cet ordre et en parler parce que c'est très enthousiasmant, c'est très inspirant, donc c'est très important, même si on est sur des fois une expérience et on se dit comment on va dupliquer ça, parce que l'enjeu c'est la transition, il va falloir changer d'échelle. Donc moi c'est pas mes 9000 étudiants, mais on a un parcours développement durable, donc on a un master, 2 ans, donc moi je travaille beaucoup avec ces étudiants, d'ailleurs je les implique pour produire des éléments de diagnostic, proposer des dispositifs, aussi s'adresser de façon plus pertinente certainement que moi aux étudiants,
Puisque à chaque fois, je leur dis, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'on n'a pas le même âge, on n'est pas de la même génération. Donc, proposez le dispositif. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Et puis après, on va discuter. Qu'est-ce que vous en pensez? Toujours dans cet échange de retour d'expérience, en fait, enquête qualitative ou quantitative. Mais à chaque fois, il faut aller... parce qu'on les idées, on peut avoir beaucoup d'idées, mais toujours on apprend en discutant avec les autres. On apprend aussi les difficultés auxquelles on n'avait pas pensé. Et ça, c'est très, très important. Des fois, on n'a pas le temps, mais j'ai plein d'exemples. On dit « Ah oui, on n'y avait pas pensé, ça pose problème. Et comment on fait ?» Et comment on fait? Des fois, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on fait? On parlait du plastique, on arrête le gobelet plastique, on va prendre des gobelets carton. Mais non, en fait, le gobelet carton, finalement, ça se recycle pas mieux. Ah bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On interdit... Et on dit non, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord. Donc, comment on fait? Souvent, il n'y a pas de réponse simple. Et c'est pour ça que c'est aussi important de former les gens, quels qu'ils soient, à ces questions, de façon à pouvoir commencer à poser les bonnes questions, pas forcément aller chercher les réponses. Et là, pour le coup, on est là pour ça. Et les étudiants en développement durable sont aussi là pour ça. Parce que les réponses peuvent être complexes et des fois, ce n'est pas des réponses qui vous donnent la solution. Il va falloir en discuter. Donc, par exemple, j'anime un groupe de travail avec... quasiment tous les services de l'université. Donc ça va des administratives, la scolarité, la direction immobilière, la direction numérique. Et on se dit, actuellement, on travaille sur les pratiques en matière de gestion des déchets électroniques. Et on voit que les pratiques sont différentes selon les services. Alors pourquoi? Il y a eu une histoire, certainement, une sensibilité. Il y en a certaines, on se dit, peut-être que ces pratiques ne sont pas très bonnes. On va tous discuter ensemble et on va se dire, voilà, qu'est-ce que nous, on va préconiser? Et une fois qu'on aura fait ce choix, on aura identifié les arguments qui nous semblent faire sens pour pouvoir les partager avec tous en disant voilà ce qu'on vous propose, impose un petit peu aussi, mais en tout cas dans un premier temps propose et voilà les arguments. On justifie toujours nos réponses et peut-être il y a plusieurs pratiques. On dit voilà entre ces 2 ou 3 pratiques vous pouvez choisir. Moi, et tout ça, ça prend effectivement du temps, mais j'espère avoir encore quelques années à l'université pour pouvoir progressivement avancer. Et là, moi, ce sur quoi vraiment, à chaque fois, je me bats, c'est parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, il y a, on va dire, depuis une décennie, peut-être un peu trop vite. Et ça n'a pas été durable. Donc on a fait quelque chose, on a mis un dispositif et puis finalement ça ne marchait pas très bien, on l'a laissé, on a perdu l'adhésion des gens, maintenant il faut aller les récupérer. Donc surtout, il faut que ce soit durable. On change les pratiques et on s'assure que dans 6 mois, dans 1 an, ça continue à marcher. Donc il y a suivre et bien sûr partager en disant voilà, c'est un succès, on a économisé tant et on peut en être fier. Il y a suivre et poursuivre, c'est-à-dire pouvoir faire installer ça dans la durée. C'est le programme pour le siècle à venir. et je pense que ce sera intéressant d'avoir aussi votre avis, vos échos pour poursuivre sur cette conversation dans quelques minutes avec vos interventions, évidemment. Elles seront les bienvenues. Esther Bailleul, puisqu'on est aussi quand même sur l'invention de ce nouveau système, économique, j'ai envie de dire. Ce que disait tout à l'heure Jean-Claude Mensch était intéressant et je crois que c'est ce que vous prônez vous aussi, c'est-à-dire l'implication des collectivités locales au-delà simplement de la taxe qu'on va toucher sur tel ou tel aspect, sur le photovoltaïque, etc. C'est de devenir même actionnaire des programmes de développement durable qu'il peut y avoir sur les communes, c'est ça, hein ? Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs dimensions quand on est une organisation sur ce qu'on peut faire. On peut effectivement agir sur le patrimoine public et rénover ses bâtiments et puis laisser un développeur éolien installer un parc et on va toucher des taxes. C'est très bien. Si on investit dans ce parc, on va récupérer une partie de la vente d'énergie. Donc, on va faire rentrer encore plus de moyens. Ces moyens vont pouvoir être réinvestis en économie d'énergie dans le budget de la collectivité. Donc, il y a un nouveau circuit économique qui se met en place. Par ailleurs, si jamais on implique suffisamment d'acteurs locaux dans la construction de cette installation ou d'ailleurs dans les projets généraux d'infrastructures, on développe l'économie locale. Et on parlait de formation tout à l'heure. En fait, ça va ensemble, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas les compétences suffisantes en France
pour massifier la transition énergétique. Il faut former des artisans, mais pas seulement des artisans qui sont capables d'atteindre les niveaux de performance du bâtiment dont on a besoin. On a besoin de personnes, évidemment, pour développer les énergies renouvelables, mais aussi, par exemple, si on décide de développer le ferroviaire, c'est pas trop la tendance en ce moment, parce que c'est le meilleur mode de transport en termes écologiques, eh bien, il va falloir aussi renforcer ces organisations et ces compétences. Et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut raisonner au niveau systémique. Et ça marche aussi dans la réorientation des investissements. Aujourd'hui, le réseau routier augmente chaque année. Il y a chaque année plus de kilomètres de routes, et plus de routes, ça signifie un appel à plus de circulation routière. C'est comme ça fonctionne comme ça. Quand vous supprimez une route, eh ben, en fait, vous ne faites pas seulement répartir la circulation qu'il y avait, vous la diminuez. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on parlait de Portland tout à l'heure. Vous disiez qu'il n'y avait pas de contraintes, c'est vrai pour les jardins, mais pour l'autoroute qui a été supprimée, et voilà, on le voit sur les berges de Seine à Paris, par exemple, ça représente une véritable contrainte et il y a forcément des résistances à gérer. Et c'est là que la participation des acteurs locaux est indispensable. Mais ce qui est très intéressant, c'est justement ce qui s'est passé, c'est que, alors, on était dans les années 70. Donc, même si c'était aux États-Unis, il y avait quand même moins de voitures qu'aujourd'hui. Mais en fait, il y a des écrits des journaux de l'époque qui disent mais on ne comprend pas, c'est comme si la circulation s'était évaporée. C'est-à-dire que ça n'a pas posé de problème parce qu'en effet, c'est quand on... il y a tellement d'études qui montrent ça que quand on augmente les routes, on augmente le trafic et on arrive à toujours plus de congestion. Donc, et ça s'est vraiment passé à Portland. Mais c'est une étude il y a une étude en français qui a été faite par l'Institut d'urbanisme d'Île-de-France sur ça. C'est la ville après l'autoroute. Si ça vous intéresse, je vous invite tous à le lire. C'est très intéressant. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez, Esther, vous me dites si j'ai bien compris, mais c'est que finalement peut-être que les politiques, au sens large, sont difficiles parce que j'imagine, on le voit d'ailleurs avec Paris, ceux qui crient le plus fort sont ceux qui habitent le plus loin de Paris, en banlieue, et qui, eux, ont besoin de leur voiture au quotidien pour venir travailler et que c'est compliqué avec les transports en commun. Et j'imagine que le rapport même à la voiture est pas le même, effectivement, quand on est intramuros à Paris ou quand on est en campagne, en Alsace, ou comme ça, où évidemment l'usage de la voiture est primordial. Oui, bien sûr. En fait, la difficulté, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'il faut en fait comme compétences ? Il faut aussi des compétences méthodologiques au niveau de l'action publique et privée, c'est-à-dire être capable de travailler en transversalité. Si on travaille sur l'urbanisme, on agit sur la mobilité, c'est normal. On ne peut pas demander à des gens qui ont simplement comme logement disponible des lotissements avec zéro moyen de rejoindre les centres d'emploi, d'abandonner leur voiture. C'est impossible. Ça va provoquer évidemment des résistances. Donc en fait, il est nécessaire forcément d'agir sur tous ces aspects-là à la fois. Et après, au niveau du type de politique publique, alors effectivement, il y a ces histoires d'agir sur son patrimoine, mais après, effectivement, il y a la mobilisation. Il y a la mobilisation des acteurs, donc on l'a vu évidemment dans l'exemple de l'université. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est est-ce que par exemple, Paris-Dauphine fait tout ce qu'elle peut pour par exemple, économiser l'énergie en ses locaux. Est-ce qu'il y a des panneaux solaires sur le toit, par exemple ? Et en fait, il y a tous ces aspects-là. Et à l'inverse, au niveau des territoires où on a plutôt tendance à agir sur le patrimoine, est-ce qu'il y a des politiques qui permettent de déclencher l'investissement privé ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des propositions de primes ou d'allègement de difficultés, par exemple ? Est-ce qu'il y a un accompagnement des acteurs pour aller dans tel ou tel domaine d'investissement, etc. Il faut pouvoir déclencher ces changements et accompagner vers le changement, puisqu'il y a différentes étapes et que ça ne peut pas se faire d'un basculement total. Il faut accepter de multiplier en fait les étapes. Je vais passer la parole à Hélène Valade parce que je sais que ce que vous dites là fait écho, on en a parlé évidemment chez vous, parce qu'il y a une évidence, vue de là où vous êtes, c'est qu'il faut que cette transition énergétique soit partagée et comprise par tous les acteurs et qu'il y ait un gain pour à peu près tous les acteurs, que ce soit le citoyen, l'entreprise ou la collectivité locale. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il y ait ce réalisme-là aussi qui soit expliqué et vécu. Oui, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'était
une transformation. C'est là où c'est très compliqué parce que tout doit bouger en même temps. Il faut qu'on travaille en transversalité et vous avez bien raison d'insister là-dessus, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les collectivités locales. Moi, j'ai des exemples en tête complètement ahurissants de politiques publiques d'eau qui ne prenaient pas en compte la biodiversité, par exemple. Bon, alors que les choses vont de pair et que certaines collectivités ont fortement bien compris ça et que du coup, ça change tout dans la gestion publique des choses, la transversalité en question. Dans les entreprises, c'est pareil. On a des habitudes de fonctionnement en silo qui sont absolument dramatiques, alors que les réponses qui sont nécessaires, elles sont évidemment transversales. Je prends un exemple de cela. Vous parlez, monsieur, du photovoltaïque dans votre belle commune, tout à côté, enfin pas trop loin, je pense, vers Strasbourg. Il y a d'autres moyens aussi de rentrer dans cette transition énergétique que de transformer le biogaz en biométhane et de le réinjecter dans les réseaux de gaz de France. Donc on est en train de faire au fond du gaz vert, qui est une autre solution qui s'ajoute, il me semble, au photovoltaïque et à l'éolien. Et là, c'est typiquement une question de transversalité. On a une station d'assainissement qui produit des boues, lesquels peuvent produire du biométhane, lequel peut entrer dans un réseau de gaz et lequel peut aller chauffer les îlots autour. Du coup, il y a des gouvernances qui sont extrêmement nouvelles qui sont en train de se mettre en place, puisque par définition, ce type de nouvelles solutions pour entrer dans cette transition énergétique, elles mettent ensemble différents types d'acteurs. Donc comment faire en sorte que la collectivité, avec l'entreprise, avec des associations d'habitants, eh bien, travaillent ensemble pour pousser ce type de sujet. Je suis aussi très frappée par un certain nombre d'expérimentations qui ont lieu en Allemagne, où les gens, les habitants, deviennent deviennent les acteurs de l'ensemble de ces sujets, se constituent en association, se constituent en je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, et investissent de l'argent et font en sorte que ça avance. Donc, pour répondre aussi à ma voisine, parce que je suis très sensible à ce qu'elle a dit, et je retrouve des choses que j'ai vécues moi-même dans plusieurs types de circonstances. Effectivement que c'est d'une complexité sans nom, effectivement que les résistances sont multiples, mais je pense que c'est extrêmement enthousiasmant. Je pense qu'on est là, au fond, devant une utopie extrêmement positive et que, voilà, c'est pour ça que la transversalité et les actions un peu communes entre des acteurs aussi différents sont tellement nécessaires parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et heureusement qu'on a la foi qu'évoquait Stéphanie Mongeon dans la cause et que vous évoquiez tous autour de cette table, évidemment. Je vous donne la parole, elle est dans 5 minutes, promis. Donc voilà, je vois qu'il y en a déjà qui ont la main levée, donc c'est parfait. Juste 5 minutes, laissez-moi, parce que juste 5 minutes, une dernière question rapidement que je vais poser à 2-3 de nos intervenants et après c'est à vous. Je suis rassuré, parce que parfois c'est difficile de faire démarrer les questions, je vois que vous êtes déjà au taquet, c'est parfait. Mais je voudrais quand même terminer par une question qui est peut-être un petit peu poil à gratter, mais enfin, ça m'intéresse d'entendre l'élu local Jean-Claude Mensch et aussi Isabelle Delannoy sur cette question-là. Mais on entend des grands discours. Là, on voit ce que vous faites localement, Jean-Claude Mensch. Mais on entend des gros discours. Évidemment, on a en mémoire Jacques Chirac, la maison brûle et on regarde ailleurs. On a le Make Our Planet Great Again d'Emmanuel Macron il y a quelques mois. Et on a le sentiment que les politiques globales, après, derrière, au-delà de ces discours très volontaristes, ont un peu de mal à se mettre en place. Vous le faites localement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il est plus simple de mettre en place localement ou qu'à l'échelle nationale, on ne peut pas avoir une politique globale sur ces questions-là ? Jean-Claude Mensch, pour commencer. Désolé, ça commence par vous. Oui, effectivement, au risque de me répéter, c'est sans doute plus facile au niveau, à une échelle locale, particulièrement au niveau d'un village de notre importance, où il y a suffisamment de réactivité avec la population, où on peut aussi s'inscrire dans la durée du fait de la réalisation de ces politiques-là. Quoi dire mais ça veut dire que c'est pas duplicable. Au niveau national, effectivement, on peut réfléchir.
il y a des États comme la Chine où il y a un gouvernement autoritaire, totalitaire même, où la planification écologique est décidée en haut et ça se met en place parce que bon, ce sont des milliards d'habitants, c'est décidé et c'est voilà une forme de planification écologique parce qu'aussi ils sont en train d'étouffer dans les villes, hein, il faut le savoir. Nous chez nous aussi il y a ce grand risque. Alors c'est vrai que je disais au départ que c'est un mouvement ascendant, mais c'est aussi important qu'il y a des intellectuels, des universités, des théoriciens, des chercheurs qui réfléchissent à toutes les solutions à mettre en œuvre et qui indiquent des pistes. Il est aussi très important que les politiques s'inscrivent dans cette démarche-là et que des propositions de loi sont faites pour faciliter l'engagement au niveau du terrain. Nous, on rencontre peu d'échos, à part les territoires à énergie positive, c'est vrai qui ont été un sacré bol d'air pour les collectivités, qui ont tout de suite été remises en question au changement de gouvernement, je dois le dire. Maintenant, ça a de nouveau été réorienté. Donc c'est un ensemble. Je pense que tous les acteurs de la société doivent se mettre en route par rapport à ces enjeux planétaires. D'ailleurs, ce sont d'ailleurs plus des enjeux. Nous sommes déjà dans le mur. Peut-être qu'on s'en aperçoit pas suffisamment. Mais bon, la fréquence des événements climatiques le prouve, hein, aussi en France. Les baisses de rendement agricole, les rendements, aussi le système de fonctionnement au niveau mondial. Voilà, donc nous sommes déjà dans le mur et il est grand temps qu'on s'y mette. Alors je dirais à ce sujet, allez voir le film qui retrace toutes les actions de la commune et qui a un titre révélateur, Qu'est-ce qu'on attend ? Oui. Alors, c'est Isabelle Delannoy, d'un mot, parce que je voudrais vraiment qu'on vous entende, vous. C'est compliqué de mettre en place une politique globale, nationale ou internationale, sur ces problématiques environnementales ? Alors moi, je n'y crois pas, en fait, parce que je me souviens de Copenhague. Je suivais Copenhague en 2009. Ça a été une des COP les plus symboliques, qui avait entraîné beaucoup d'espoir. Je me souviens on avait 50 journaux de dimension internationale qui avaient fait une commune. La planète entière était venue. Et ça a sorti sur une feuille blanche, ce qui s'était jamais vu de mémoire de l'ONU. Et les maires ont dit, l'association des maires, il y a pas mal d'associations en fait au niveau international de maires sur ces sujets. Ils ont fait une lettre et ils ont dit: chers collègues du niveau national, si vous ne savez pas faire, venez nous voir, nous on sait faire. Et donc il y a ça vient quand on a tendance à toujours se plaindre et se dire quand est-ce que ça va bouger en fait, et à dire il nous faudrait une gouvernance mondiale. En réalité, si on regarde la réalité, c'est le local qui bouge et c'est les maires qui bougent. Et il y a aussi un autre problème, c'est que aujourd'hui, et là je vais citer une étude de 2007 parce que j'en ai pas d'autres à ma connaissance depuis, et on a 43 000 multinationales dans le monde. Vous en avez 800 qui contrôlent, par les jeux de conseil d'administration, 80% des 43 000 autres et 140 qui contrôlent 40% du chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, vous avez 3 grands centres réglementaires en Occident, le Sénat américain, l'OMC et la Commission européenne. Aujourd'hui, on a des autoroutes pour le lobby. Moi, j'avais commencé ma carrière, j'étais lobby pour les agriculteurs biologiques. D'accord ? Et on voit bien comment ça se passe. Et donc, en fait, on est avec nos sabots sur ces autoroutes-là. Et malheureusement, le contexte international, qu'il soit du côté de comment est faite la réglementation, ou du côté des forces politiques, des forces économiques, mais le lapsus est révélateur, fait que malheureusement, je crois qu'il faut qu'on agisse au niveau local, avec le cadre réglementaire que l'on a aujourd'hui, et qu'on ne peut pas attendre le changement, même si de ce niveau-là, même si évidemment je suis pas contre la réglementation. C'est juste que le contexte international n'est pas bon aujourd'hui. Merci beaucoup. On passe à vos questions. Donc là, beaucoup de mains levées. On commence avec monsieur. Oui, j'ai une question déjà. Bonjour, merci. Pour monsieur le maire, je pense, c'est qu'on apprend récemment que je crois qu'un tiers des nouvelles constructions pour le logement neuf ne sera plus... Enfin, un tiers sera respecté aux normes handicapées.
Et donc 10% pour être très précis. 10%. Obligatoire. Voilà. Donc c'est un coup dur pour les personnes en situation de handicap, donc pas simplement les handicapés. Et la question, c'est qu'ils vont faire des économies. Est-ce que ces économies ne sont pas passées justement sur la transition énergétique pour les bâtiments? C'est-à-dire que si on n'habille pas Paul pour déshabiller Jacques. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un manque de concertation entre les victimes de la transition énergétique, c'est-à-dire ceux qui vont perdre leurs emplois, comme les discussions qu'il y a eu pour Fessenheim? C'est-à-dire que quelque part aujourd'hui, on n'entend pas parler les syndicats, ou bien quand il y a une perte d'emploi, les syndicats sont contre la transition énergétique, pour cette bonne raison. Donc un manque de concertation des deux côtés. Qu'en pensez-vous? Alors, monsieur le maire, Jean-Claude Mensch, peut-être pour commencer sur les arbitrages qu'il peut y avoir entre normes handicapées ou normes environnementales sur les nouvelles constructions. Donc, si j'ai bien compris, ce sont les normes d'accessibilité ont été assouplies, et vous pensez qu'il serait opportun de transférer l'argent gagné sur la transition énergétique. Un transfert, oui. Bon, moi, je crois que la majorité des communes n'avaient pas budgété ces sommes-là, parce que les échéances d'installation étaient également échelonnées dans le temps. Donc c'est une question très technique, quoi. Naturellement, je pense pas qu'il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul. Je crois que la transition énergétique, la transition écologique dans sa globalité, mérite d'avoir des budgets intéressants qui permettent d'aller dans le bon sens. Le budget de la commune, d'investissement de la commune d'Ungersheim représente sur ces 2 dernières années 80% qui sont dédiés à la transition. Alors, transition, c'est beaucoup de choses. Hein. Chez nous, c'est pas seulement l'énergie, hein, c'est aussi tout le volet alimentaire. C'est-à-dire, on essaye de mettre en place une filière de la graine à l'assiette, hein, qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Il y a aussi pas mal d'actions qui impliquent la population. Ensuite, sur la deuxième question, quel est le rôle des syndicats dans la fermeture de certaines entreprises, particulièrement le nucléaire, puisque vous l'abordez. Le nucléaire, c'est quand même, il me semble, la moitié des réacteurs qui arrivent en fin d'âge maintenant de fonctionnement. Alors on peut les rallonger encore un petit peu, mais à un moment donné, il faut les remplacer. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors remplacer l'énergie nucléaire par une autre énergie nucléaire ou par l'énergie renouvelable, donc ou par la sobriété énergétique, ou par tout ça, quoi. Alors effectivement, les syndicats ont sans doute. Moi, je suis un ancien syndicaliste de la CGT. Vous voyez un petit peu, donc je suis atypique dans le mouvement. Oui, il y en a qui tournent bien. Parce que pestiféré, antiproductiviste et antinucléaire. Voilà, même maintenant, ils commencent à s'y mettre tout doucement. Ils se rendent compte que il y a l'emploi, certes. C'est comme l'usine qui crée qui fabrique des marteaux qui sont vendus pour se frapper sur la tête, et puis ensuite on va à l'hôpital. Donc ça fait travailler beaucoup de monde, mais ça fait travailler pour rien, quoi. C'est pas durable. C'est un peu comme ça qu'ont réagi les syndicalistes à ce niveau-là, et qui se sont beaucoup battus et qu'ils m'ont rejeté de leur syndicat. Voilà, in fine quand même, quoi. J'ai quand même passé une carrière en étant syndiqué. Merci. Alors, il y a un manque de concertation. Il y a un manque de concertation, d'explication, de compréhension, mais il y a aussi d'autres enjeux. L'emploi, il est divers et varié, et donc l'emploi à EDF, il n'est pas remis en cause. Ils sont protégés par le statut. Merci, Jean-Claude Mensch. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, si on veut passer le plus de questions possible, de faire une réponse relativement courte, mais quand même sur ces deux aspects-là, Esther Bailleul et Hélène Valade. Parce que c'est vrai que c'est aussi la question qui se pose pour le numérique, le digital, c'est-à-dire ces nouveaux métiers qui arrivent, qui détruisent d'autres métiers qu'on connaît. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir ces interrogations-là. Oui, bien sûr. Très rapidement, en fait, ces transitions professionnelles, elles ont toujours eu lieu dans les évolutions des systèmes économiques. Donc celle-là, elle aura lieu de toute façon. L'intérêt de la transition énergétique, c'est que ce sont des filières extrêmement créatrices d'emplois par euro investi. Et du coup, toutes les projections aujourd'hui montrent que, notamment dans le secteur de la rénovation et de la maîtrise de l'énergie, sont des emplois durables et surtout
en France qui sont créés et qui sont durables. Et deuxième chose, il y a aussi, il faut bien voir tout l'aspect politique de la structuration de ces filières. C'est-à-dire que par exemple, une filière qui a perdu énormément d'emplois, des milliers d'emplois récemment, c'est le photovoltaïque. Quand il y a eu des bons tarifs d'achat qui ont boosté la filière, et là donc beaucoup d'entreprises se sont créées, même des entreprises de fabrication. On a arrêté le tarif d'un coup, ça a fait s'écrouler la filière, et aujourd'hui, il y a moins d'emplois dans le photovoltaïque en France qu'il y en avait avant qu'on mette en place le tarif d'achat. Ça veut dire qu'on a fait cracher la filière, mais que comme elle n'était pas structurée, personne n'en parle. Un mot, Hélène Valade. Oui, juste vraiment en un mot, parce que merci d'avoir posé cette question, et si on l'élargit, il y aura création d'emplois, il y aura destruction d'emplois aussi. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Et du coup, ça demande non pas simplement du dialogue et de la concertation, ça demande aussi un peu de planification et d'anticipation. Et on attend beaucoup de prospective absolument sur ce sujet. On attendait beaucoup de réflexions de ce type dans la loi sur la formation professionnelle. Moi, je considère, et je suis heureuse d'être ici, dans cet endroit de prospectif, qu'il faut travailler là-dessus. Il faut dessiner les métiers dont on va avoir besoin. Et il faut imaginer comment on peut accompagner les emplois anciens pour qu'ils se dotent des compétences nécessaires pour les emplois nouveaux. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un boulevard dont on devrait s'emparer un peu plus. Merci. Oui. Question suivante. Merci. Merci. Oui. Bon, alors merci. Juste madame, et après vous. Promis, je passe à vous ensuite. Madame. Bonjour. C'est bon, je pense qu'on me voit. Oui, on vous voit, vous inquiétez parfait, merci. Et on vous entend. Merci beaucoup, merci pour cette conférence. On parle de transition énergétique et humanisme. Justement, je voudrais rappeler, je vous remercie, on a parlé de formation et d'éducation, mais je voudrais rappeler quand même toute la nécessité de l'éducation initiale. Qu'on devrait, parce qu'on parle de la citoyenneté et tout, mais ce qui manque aussi un petit peu et qu'on essaye de développer, je suis aussi chez les petits débrouillards, éducation populaire par les sciences pour les sciences, c'est justement toute cette approche auprès des jeunes et faire lien avec justement le monde des étudiants. Et après, le monde citoyen expliqué. On a fait des choses pendant la COP21, on fait aussi des choses sur le vivre ensemble et on fait aussi beaucoup de choses sur la transition numérique. Et aussi, pour compléter, quelqu'un y a fait allusion aussi, c'est le participatif. Et on a plusieurs exemples aussi avec l'association 4D. On travaille sur un projet qui s'appelle Our Life 21. Comment on se voit, comment on se projette. Et pour répondre à ce que disait la personne qui est professeure aussi à Dauphine, c'est la difficulté de se transporter, même chez les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, se transporter en 2050. Donc effectivement, et pour pas trop prolonger, on essaye dans ces différentes instances de débattre de tous ces sujets, et on parle plutôt de transition écologique, comme ça a été dit, puisque je rappelle qu'il n'y a pas que la question énergétique, ça a été rappelé, merci. C'est faire écosystème, et les décisions qui doivent être prises, c'est faire écosystème. Et la difficulté, c'est d'arriver à travailler sur ces modèles, sur ces écosystèmes et de les présenter. Et surtout, comme ça a été aussi dit très très bien, et puisque je connais bien plusieurs personnes dans l'assistance, c'est de ne pas être dans expliquer seulement cela par le réglementaire, mais par justement les contributions diverses et variées, comme on a fait au niveau international sur le siècle que nous voulons. Mais la difficulté, moi comme les autres, c'est après, on discourt très bien, mais après c'est dans la mise en œuvre au quotidien. Et ça, et faire lien, et faire sens avec les grandes orientations nationales et internationales. Et ça, c'est pas évident, même de toute la bonne volonté que nous avons les uns et les autres. Ce qu'expliquait également Stéphanie Mongeon au cours de cet entretien, vous le partagez effectivement. Madame ? Pour rebondir à ce que vient de dire Madame, moi je voudrais parler des initiatives locales, le rôle du citoyen et de l'habitant du quartier, notamment à Paris. Nous voyons fleurir depuis quelque temps sur les toits des maraîchages où chacun vient faire son marché sous la houlette, bien évidemment, d'un ingénieur agronome, avec des productions de légumes de saison adaptées. Et on arrive ainsi à avoir élevé les consciences, la conscience que on peut créer des liens déjà par ce biais, et aussi qu'on peut consommer des biens, des produits
directement, même à Paris, sur le toit d'un immeuble. On voit également des ruches qui ont la chance, dont les abeilles ont la chance de butiner sur des fleurs qui ne sont pas traitées. Voilà, donc ça s'appelle une transition écologique, je crois, avec une économie participative, puisque les habitants des immeubles, de ces immeubles-là, ont mis en commun leur envie de vivre différemment. Merci madame, c'est tout le pari effectivement que fait aussi Jean-Claude Mensch à Ungersheim, évidemment. J'ai vu... Oui, bien sûr. Je me permets de commenter parce que ce que vous dites, vous le décrivez très bien. Je crois que... Pourquoi c'est une économie de la beauté. Ce à quoi on arrive, c'est une économie de la beauté ultra efficiente, très créatrice d'emplois, et où on a le confort occidental de biens d'équipement. On ne peut pas l'aborder ici, mais ce que vous racontez, c'est ça, c'est cette économie de la beauté. Et c'est incroyable parce que cette économie qui est vraiment en train d'émerger, qu'il faut accélérer pour répondre aux défis du changement climatique, eh bien, elle change vraiment complètement notre façon de voir notre prospérité. Où on se rend compte que ce qui est beau peut être efficace et que ce qui est doux peut être puissant. Et c'est un changement total de paradigme. Je pense que ce que vous venez de le raconter. Et si on mettait ça au niveau du rural, au niveau de l'urbain, eh bien, on aurait des territoires, comme le disait monsieur, qui produisent des revenus plutôt que de demander des impôts. On en arrive là parce qu'on produit nos ressources en commun sur tout ce qui est essentiel. En commun, mais pourtant en collectif. Enfin, je veux dire, c'est pas du communisme, quoi. C'est de la coopérative. Enfin, voilà. Merci, mais c'était important de le préciser aussi, effectivement. Bonjour monsieur, bienvenue. Oui, bonjour. Je suis ébloui par toutes les informations que j'ai reçues. Par contre, c'est pas le tout. Il faut rassembler ce qui est épars, n'est-ce pas? Oui. Alors, je vous propose une réflexion, c'est de bien définir les besoins. Apparemment, les besoins sont multiples. Mais il faut recourir à une application connue qui s'appelle la modélisation systémique. Et à partir de là, puisqu'on est entre ingénieurs, n'est-ce pas, on doit comprendre ça. À partir de là, on peut travailler, mais pas avant. La modélisation. Est-ce que c'est ce que vous avez fait finalement, un peu comme M. Jourdain, Jean-Claude Mensch, la modélisation systémique? Jean-Claude Mensch, oui? Vous m'entendez ou pas? C'est ce que vous avez fait finalement, d'essayer de mettre en commun les besoins et de trouver des solutions localement. Mobilisation, oui, systémique, je sais pas, excusez-moi, mais je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Oui, parce qu'il n'y a pas que des ingénieurs. C'est ça que on est certes au CNAM. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est de la modélisation systémique, en fait. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Bon. Alors, la modélisation systémique, c'est quelque chose qui est déjà utilisé. Cédric Villani en a parlé il n'y a pas longtemps. Alors, les macronistes, il y en a dans l'Assemblée. Mais il n'y a pas ou les macroniens, macronistes. J'en sais rien. Eh bien, dans ce cas-là, c'est eux qu'il faut consulter parce qu'ils savent. Il semblerait qu'ils aient au moins un bout du départ d'une réflexion plus approfondie. En tout cas, une réflexion plus globale, effectivement, pour mettre en place une politique... Forcément, on ne peut pas faire autrement. Et à partir de là, on répondra à toutes les questions que ces dames et messieurs nous ont posées et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Ou tellement peu. Il y en a quelques-unes aussi, quand même. Un peu. Mais en tout cas, elles seront ordonnées, elles seront les coordonnées ensemble pour qu'elles soient décortiquées politique globale. Et appliquées. Je crois qu'il y a... Alors, il y a monsieur, et après, promis, c'est vous, dès que vous aurez le micro... Non, on avait dit monsieur. Ah bon? Bon, bah alors. Je vous écoute. Bonjour, Fabien Verda. Mon interrogation s'adresse
plus particulièrement à Madame Hélène Valade. Donc, vous êtes directrice du développement durable chez Suez. Suez, c'est beaucoup, hein, c'est pas seulement l'eau, c'est aussi, je le précise parce que ça a un sens pour la question, c'est aussi le gaz, hein, avec Engie, etc. Non, c'est plus maintenant. Plus maintenant. Engie est séparé de. Mais voilà. Alors, ne parlons que de l'eau. Mais globalement, moi, j'ai 2 très courtes interrogations. D'abord, qu'est-ce que ça représente une entreprise comme Suez, qui est quand même un gros porteur? C'est quoi la part du budget prévisionnel, particulièrement rapporté aux résultats nets, de ce qui est dédié à un département comme le vôtre? C'est-à-dire en pourcentage. Et en corollaire, puisqu'il faut convaincre le citoyen, nos concitoyens, nos enfants aussi. Et nous, en tant que consommateurs, eh bien, c'est quoi, je ne sais pas, sur les 10 prochaines années, la capacité de baisse des tarifs liés au modèle que vous mettez en place? Alors, Hélène Valade. Merci. Votre budget, trop bas, évidemment. Non, mais c'est la question qu'on me posait il y a 10 ans, monsieur. Donc voilà. On me la pose plus maintenant, mais je suis ravie qu'on me la pose de nouveau. Alors, juste Suez, c'est les activités eau et déchets. Et puisque vous interrogez sur une direction du développement durable, sachez qu'elle est attachée à la direction générale et que son sujet, c'est de concevoir une stratégie qui n'est pas simplement une stratégie de développement durable, mais qui embarque l'ensemble de l'entreprise. Et nous avons, et je vous invite à aller voir sur notre site, une feuille de route qui nous conduit, qui nous donne une perspective jusqu'en 2021 et qui nous fixe des objectifs donc, qui sont datés, mais qui sont également chiffrés pour inscrire l'ensemble des métiers de l'eau et des déchets dans l'économie circulaire dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des objectifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre que nous réduisons dans nos process industriels. Je ne vais pas rentrer dans les sujets, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez. D'émissions évitées de gaz à effet de serre évitées à nos clients parce que l'économie circulaire permet cela, d'augmentation de l'énergie renouvelable que nous produisions. J'ai parlé tout à l'heure des boues d'épuration, j'aurais pu parler également de la méthanisation, et puis d'autres objectifs qui sont plus de l'ordre du social et du sociétal, comment on améliore l'accès à l'eau des personnes en difficulté dans le monde, par exemple, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous, et comment on embarque justement nos collaborateurs dans cette évolution-là, en mettant en place des politiques de formation un peu spécifiques, c'est-à-dire qui donnent au fond les moyens d'appréhender ces nouveaux métiers de l'économie circulaire, etc., etc. On a 17 engagements et ils structurent l'ensemble de la politique de Suez, et j'ai eu l'immense chance, il y a 1 an, de présenter au conseil d'administration de cette entreprise qui effectivement représente 90 000 salariés, donc c'est pas rien comme vous le dites, mais de présenter et de faire valider une feuille de route développement durable et RSE à un ensemble d'un board, c'est-à-dire aux actionnaires. Et ça, voilà, c'est une des preuves quand même que les choses avancent et que parfois elles avancent très vite. Merci beaucoup pour votre question. J'avais une question aussi pour Madame Valade. Monsieur Mensch mentionnait tout à l'heure qui compostait les déchets organiques dans sa commune, et je voulais savoir si il y a des exemples de méthanisation de déchets en zone urbaine. Du biogaz, entre autres. Oui. Production de biogaz, précisément. Et si j'entends bien en zone urbaine, hein, parce que je sais que ça se réalise beaucoup en campagne, mais et donc est-ce que vous avez même des informations pour que je puisse me rapprocher des entreprises qui le font? Bien sûr, il y a tout le sujet de la méthanisation agricole, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, et on aimerait pousser la méthanisation industrielle. Elle va probablement être renforcée grâce aux lois qui sont en préparation sur les déchets organiques, et donc sur la nécessité de trier à la source ces déchets organiques. Donc ça pose la question, et donc ça ouvre la porte d'une méthanisation industrielle. On a quelques centres, je vous les donnerai tout à l'heure en sortant si vous voulez, plutôt dans le sud de la France, plutôt autour de Toulouse, qui commencent déjà à bien marcher, mais c'est un enjeu de progression pour nous. Et puis il y a le sujet aussi de la méthanisation, enfin pas de la méthanisation, mais de l'utilisation des boues d'épuration pour construire du biogaz. Là aussi, il y a tout un tas de projets en France. Il y a un
gisement qui est extrêmement fort, c'est aussi de la méthanisation industrielle. Il y a juste un exemple en Ile-de-France qui est en cours avec la SEM régionale, donc la Société d'économie mixte, donc qui appartient en partie à la région Ile-de-France, qui s'appelle Positif, donc avec IF comme Ile-de-France, avec Cap-Vert Énergie. Portland capte 70% de son biogaz, de ses déchets ménagers. Et il faut aller voir ça sur le plan Climat Action 2015 Portland, vous le trouvez en ligne. Vous trouverez peut-être les entreprises qui sont liées. Qui ont un savoir-faire là-dessus. Voilà, pardon, excusez-moi, je n'allais pas vous oublier quand même. Merci, bonjour ou rebonjour, puisque Yves Marignac de l'association Négawatt, je suis intervenu dans la table ronde de ce matin et justement, je voulais à la fois vous remercier vraiment parce que je trouve que cette table ronde, elle est porteuse d'espoir. Je voulais aussi dire au passage que ça fait du bien de voir une table ronde avec une majorité de femmes. Je m'en suis félicité d'entrée de jeu. Et je trouve qu'elle est vraiment porteuse d'espoir parce qu'elle nous montre comment, effectivement, vous l'avez dit, tous les acteurs à tous les niveaux se mobilisent aujourd'hui. Je ne pense pas que ça suffise à épuiser le problème. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur le fait que ce mouvement-là va suffire à déborder d'autres forces. Et je voulais, de ce point de vue-là, justement faire le lien avec la discussion de ce matin, où on était plutôt top-down dans cette réflexion sur le niveau national, les grandes forces économiques, et où on a dit plusieurs choses. La première, c'est que le type de transformation dont on parle avec la transition énergétique ou écologique, elle n'est pas forcément plus radicale que ce qu'on a vécu ces derniers temps. Hein. Si on se projette dans un monde de transition à 2050 et qu'on regarde dans le rétroviseur en 1980, c'est la même durée, je ne suis pas sûr que ce soit très différent. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'une transformation de la société dirigée, puisqu'il y a une direction dans laquelle il faut aller pour répondre à ces enjeux de soutenabilité. Je ne suis pas sûr que cette direction puisse être trouvée simplement par la mobilisation des différents acteurs. Et donc, je pense qu'il y a un rôle qui reste aux États, mais qui est non plus le rôle centralisateur tel que historiquement on le connaît en France, mais un rôle beaucoup plus fédérateur, ce qui explique peut-être que d'autres pays avec d'autres structures politiques avancent plus facilement que nous. Mais au-delà des États, il y a quand même les grandes forces économiques, et vous aviez cité les multinationales, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais un peu plus vous faire réagir, Madame Valade, peut-être aussi Monsieur Mensch, Madame Bailleul. Dans la transition, il y a une transformation, et vous l'avez dit, il y a des métiers qui disparaissent, etc. Donc il y a une politique de deuil. C'est pas seulement trouver des nouveaux métiers où on crée de la valeur, comme je l'ai dit ce matin, sur des services au lieu de la destruction de ressources. Ça, on comprend que les grands groupes aient envie d'aller vers ces nouvelles activités, mais il faut en même temps fermer, avoir le courage de renoncer à d'autres activités, ce qui, pour les groupes, peut détruire de la valeur. Le deuxième point, c'est qu'il faut, on l'a entendu, aller vers des modèles où on partage beaucoup plus la valeur, où les territoires, les collectivités, les citoyens captent une partie de la valeur, ce qui peut vouloir dire que les grands groupes en perdent une partie par rapport à ce qu'ils captent aujourd'hui. Et donc moi j'ai vraiment une interrogation sur la compatibilité entre les logiques aujourd'hui qui sous-tendent les stratégies des grands groupes, qui sont des logiques de rentabilité, de captation autant que possible de la valeur, et toute la logique financière qui va derrière, la compatibilité entre ça et ce dont on parle ici, et j'ai peur qu'à un moment donné, ça ne soit pas tout à fait compatible et que les plus forts d'aujourd'hui gagnent aux dépens de cette transition. Merci beaucoup. Ce sera sans doute, même certainement, la dernière intervention à laquelle nous allons répondre et qui servira de conclusion. Oui, parce que là, on est tenu par le temps, je sais, ça fait forcément des frustrations. Tout petit ? D'accord. Alors, rapidement, juste un petit tour de table avec peut-être Isabelle Delannoy pour commencer, puisque c'était la première interpellation, elle était par rapport à votre vision et celle de monsieur. Ce rôle de l'État, malgré tout. Vous vous dites, je n'y crois pas, mais il y a peut-être une nécessité quand même que cet État régulateur existe. Moi, je ne suis pas contre du tout. Hein. C'est qu'aujourd'hui, je trouve que voilà, on doit bouger. Si on écoute les climatologues, quand même, les 15 000 scientifiques de cet automne, Jean Jouzel cet été, on doit changer le paradigme économique mondial dans le tournant de la décennie, pour pouvoir attirer les investissements vers cette économie-là et affronter la convergence des crises qui va arriver plutôt probablement vers 2025 que 2030.
Et donc la question, elle est entière. Je ne dis pas que c'est ce mouvement-là qui va permettre... Je ne sais pas si on va réussir, en fait. Voilà, je ne sais pas. Hélène Valade, pour la deuxième partie de l'intervention, c'est-à-dire est-ce qu'il peut y avoir finalement une sorte de conflit d'intérêts pour les grands groupes entre vous nous avez décrit un investissement aussi de ces grandes structures justement pour déployer les énergies locales. Est-ce que ça peut entrer en confrontation, en opposition avec les intérêts plus globaux des grands groupes justement au niveau financier ? Cette question, c'était une façon de voir les choses qu'on n'avait pas abordées. Au fond, vous nous dites on ne va pas aller très loin parce qu'on a des actionnaires qui vont avoir besoin de rentabilité immédiate. Et non, je caricature, mais à peine. Hein. Et c'est un sujet, et vous avez raison de le mettre sur la table. On a la chance de l'avoir mis sur la table collectivement grâce au projet de loi Pacte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, lu le rapport Sénart-Nota, qui justement pose cette question de qu'est-ce que le rôle de l'entreprise ? Est-ce que c'est un rôle court terme qui ne s'inscrit que dans un dialogue avec ses actionnaires ou est-ce que c'est un rôle contributeur à quelque chose qui la dépasse, c'est-à-dire à l'intérêt général, et qui donc doit embarquer l'ensemble, au-delà de ses actionnaires, de ses parties prenantes. La loi n'est pas encore passée devant le Conseil des ministres, hein, vous savez que ça sera dans un mois, mais le sujet est en discussion. C'est pour ça que je pense que les choses évoluent et je pense qu'une partie des réponses à votre question se situera dans cette réglementation, ce qui n'empêche pas un certain nombre d'entreprises de poser leur raison d'être, d'ores et déjà, de se positionner comme des entreprises à mission et d'avoir une logique qui s'inscrit dans un moyen et dans un long terme. Là aussi, je pense qu'il ne faut pas non plus opposer actionnaires et entreprises. Les actionnaires, on est aussi en capacité de leur parler. Et je trouve que de ce point de vue-là, toute la transformation culturelle d'état d'esprit dont on a parlé, elle s'applique aussi à cela. Ça prendra un temps fou. Alors là, bon. Et en même temps, ça bouge. Deuxième élément de réponse très rapide, le monde de la finance lui-même est en train de bouger. On a dit tout à l'heure qu'un certain nombre d'acteurs avaient décarboné leur portefeuille en excluant un certain nombre d'actifs très polluants, très fossiles. C'est en marche aussi, cela. Donc, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais je pense qu'il y a des signes qui montrent que le dessin global est en train d'être changé. Et puis juste, et je ne peux pas résister, après Copenhague, il y a quand même eu Paris, et l'accord de Paris me semble tout de même d'une nature un peu différente de ce qu'ont produit les autres COP, et tout de même assez rassurant au regard de ce que vous disiez tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut tricoter des liens un peu différents entre États, institutions internationales et locales, et je pense que ce qui nous manque, c'est ces liens-là d'une nature différente à tisser entre des échelons qui ne sont pas de même nature. Et puis j'espère qu'on a réussi à faire passer ce message aussi autour de cette table ronde, qu'il y avait un réalisme économique dans ces développements de transition énergétique, et finalement les petits comme les grands groupes, c'est ça qu'ils regardent, c'est la réalité économique et les performances. Pour terminer, donc, on a dit court, hein, je suis désolé parce qu'il y a une autre table ronde derrière. Pardonnez-moi, effectivement, mais pas de souci. Ça serait une question très courte qui s'adresse directement à monsieur Jean-Claude Mensch. Déjà, je suis ravi d'entendre que votre commune est un modèle de transition écologique et énergétique, donc c'est super. Et je voulais parler de l'humain et du territoire, le rapport de l'humain au territoire, l'attachement au terroir. Et donc je voulais savoir si finalement vous ne pensez pas que le succès dans votre commune de toutes ces transitions énergétiques ne provient pas effectivement d'un réel attachement des locaux par rapport au territoire. Et si oui, selon vous, si c'est le cas, comment vous pourriez imaginer l'appliquer dans des plus grandes villes, notamment Paris ou Lyon? Est-ce que ce modèle pourrait fonctionner ou est-ce que vous imaginez qu'il y aurait un modèle différent d'une commune à une autre? Merci. Donc la démarche de la transition s'appuie effectivement essentiellement sur l'humain et comme je le disais, elle ne peut pas réussir s'il n'y a pas une implication du citoyen mais aussi de la femme et de l'homme quoi, en tant que tel. Alors ensuite, ça peut aller vers toutes les questions de sobriété énergétique, puisque ça implique effectivement la personne elle-même, le foyer, et ça peut aller aussi vers cette indépendance alimentaire, cette non-dépendance, voilà, de différents circuits.
pour aller vers le local. Le local, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement, c'est une politique qu'on bichonne, et par l'intermédiaire aussi de l'appui sans faille et très, très fort au monde associatif, qui est, avec lequel on vit en symbiose ou en osmose. Donc c'est effectivement la clé de la réussite. Et puis moi j'évoque souvent la devise de la République française, liberté, égalité, citoyenneté, on peut rajouter, ou d'autres valeurs, mais toutes ces valeurs resteront à jamais des valeurs froides sans la chaleur humaine de la fraternité. Donc la fraternité, chaleur humaine, devient essentielle dans le lien social, le développement du lien social. Donc lien social, résilience, tout ça, ce sont des éléments et des valeurs indispensables à la réussite de la transition. J'ajouterais même que, comme je le dis d'autant mieux, comme je suis bien entouré, que la valeur de la féminité, voilà, l'homme en tant que tel est également fait de féminin, pas seulement de masculin, mais donc le féminin, c'est une valeur prédominante de la transition et par laquelle on peut réussir cette démarche. Donc voilà, tous ces éléments de cœur, de passion, d'amour, de sentiments qui sont intrinsèquement liés à la transition écologique. Et voilà, faut quand même pas oublier dans l'histoire le rôle prépondérant, essentiel de la femme. Esther Bailleul, pour terminer avec vous et répondre. Oui, ça peut s'applaudir, bien sûr. Au-delà de l'exemple de Jean-Claude Mensch, et pour répondre à la question de monsieur, finalement, vous voyez, vous qui êtes au quotidien avec les collectivités locales, la possibilité d'élargir au-delà du petit modèle vers un modèle sur des grosses villes comme Lyon, Paris, Marseille ? Je pense qu'il faut le faire. Après, je pense que la métropolisation des activités et de la population est une erreur. Il y a clairement un problème de la distance, de la concentration. Ça crée des impacts encore plus forts d'augmenter la densité. Il y a aussi je pense qu'il y a une nécessité quand on fait du développement local, on a aussi la volonté de garder des centralités dans les territoires qui ont du sens et qui fonctionnent, où les gens peuvent être proches les uns des autres. Dans les grandes villes, on a créé des arrondissements. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a besoin de ces mairies, de ces animations locales. Et à Paris, quand on est citoyen parisien, quand on habite à Paris, quand on habite dans le 20e, dans le 8e, etc., on est fort de cette identité-là, plus que de l'identité de la métropole parisienne. Donc voilà, il y a aussi cette centralité à recréer au niveau des politiques locales. Merci à vous cinq. Esther Bailleul, chargée de mission énergie et territoire au sein du réseau Clair, Isabelle Delannoy, ingénieure agronome, auteur de l'économie symbiotique chez Actes Sud, Jean-Claude Mensch, maire de la commune d'Ungersheim, désolé, j'ai entendu, Stéphanie Mongeon, qui est donc maître de conférence HDR et référente responsabilité environnementale à Paris-Dauphine, et Hélène Valade, directeur du développement durable, groupe Suez. Merci à vous cinq et merci à vous de nous avoir écoutés. Bon après-midi.